Je viens de voir un film anglais de 1939, très connu, qui s'appelle Goodbye Mr. Chips, sur la vie d'un professeur qui a affaire à des enfants assez jeunes, autour du 19, enfin entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et on y voit des choses intéressantes qui m'ont frappé, qui auraient dû me frapper depuis longtemps. C'est un peu la vie anglaise, en fin de compte, les modes de vie anglais, autour du thé, autour des gâteaux, vous savez, des gâteaux, des puddings assez lourds. Et finalement, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la diététique, à l'alimentation, à ce que ça représente, à ce que ça signifie sur le plan individuel, mais aussi sur le plan social. Et je me suis dit, finalement, ces Anglais, le thé les représente bien. Alors, je sais bien qu'on dira que je fais de l'anglophobie, mais moi, ça ne me gêne pas d'avoir des phobies. Je pense que c'est assez simple. Pas au sens médical du terme, mais des phobies de toutes sortes, pourquoi pas. En tout cas, je respecte les phobies, ne serait-ce parce que notre corps lui-même doit se défendre. Et je pense que c'est une valeur, la phobie, quelque part. En tout cas, il ne faut pas la dramatiser. On a le droit d'avoir des comportements phobiques par rapport à un groupe X ou Y. Et réciproquement. Il faut tolérer la phobie, il faut tolérer l'intolérance, si on peut dire. Voilà ma position. Et finalement, je me suis dit que le thé, qu'est-ce que c'est que le thé? Le thé, c'est une boisson, c'est de l'eau chaude, plus donc le thé lui-même, qui donne son nom à l'ensemble. En réalité, on ne sait pas très bien si le thé, c'est... Quand on achète du thé, on n'achète pas une boisson. Qu'aujourd'hui, on vend aussi du thé froid en boisson. On veut dire, le thé, c'est quand même le chai, c'est la plante. Mais on appelle thé le mélange entre la plante et l'eau chaude. Et puis, il y a aussi donc le sucre qu'on rajoute. Combien de sucre voulez-vous? Cette fameuse formule pour le teapot, un sucre supplémentaire pour le teapot, pour la théière. Et il est évident que cette eau chaude sans thé, sans l'herbe, on n'aurait pas beaucoup de goût, et que sans le sucre, ça n'aurait pas non plus beaucoup de goût. Ça serait assez, comment dirais-je, insipide. Et alors, c'est une image qui me paraît tout à fait frappante, parce que, au fond, la langue française, elle sert à donner du goût à la langue anglaise. On saupoudre un peu la langue anglaise de base de mots français, et ça lui donne du goût. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est vrai aussi pour la langue allemande. Donc le français est un peu comme une sorte de, vous savez, comme le sel de la terre, on pourrait presque dire, mais aussi comme ces épices qui viennent pimenter, qui viennent donner du goût à des produits qui n'en ont pas beaucoup. Comme la harissa, par exemple, chez les Arabes, qui vient donner du goût au couscous, à la semoule, etc. Je me méfie beaucoup de toutes les cultures, toutes les cuisines qui attachent beaucoup d'importance à la sauce. Les Italiens, par exemple, ne jurent que par les sauces tomates, sauces, etc. Les Africains aussi, d'ailleurs, ils emploient beaucoup le mot sauce pour accompagner, pour agrémenter, pour pimenter justement le riz, par exemple. Donc, on comprend mieux le rôle du français, parce que ce n'est pas la langue française qui est utilisée là, ce sont les mots français. On peut dire que la langue française secrète des mots, quelque part. Donc les mots français seraient le fruit de la langue française. Et donc, voilà, on importe le français comme on importe les épices pour donner du goût. On parle d'ailleurs, ça vient le goût français,
pour donner du goût à des produits linguistiques qui n'en ont pas beaucoup, ou qui n'en ont pas assez, en tout cas qui ressentent un sentiment d'insuffisance à ce niveau-là. Donc le français aura été l'épice linguistique des langues germaniques. Et c'est vrai aussi, n'est-ce pas, dans ce film toujours, même sorcier, cette espèce de gâteau comme ça, ces beignets, qui sont des nourritures très pauvres, qui sont faites à partir de farine, etc. Et puis on rajoute du sucre pour donner du goût, encore une fois. Alors, je voudrais terminer cette petite causerie qui met en perspective mes recherches linguistiques et qui montre à quel point l'anglais est une langue hybride, une langue colonisée, une langue qui, par elle-même, n'existe pas, qui n'existe que par ce qu'on lui a donné du goût. Et d'ailleurs, curieusement, vous voyez, par exemple, il y a des Anglais qui emploient relativement peu de mots français. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais l'impression de me dire, au fond, il y a deux façons de parler l'anglais. À la française, en multipliant les mots français. C'est souvent dans le domaine relativement élitique qu'on emploie cette langue française, cette langue franglaise. Parce que le paradoxe, M. Etiamble a beaucoup parlé du franglais pour parler des malheureux mots anglais qui étaient en français. Mais en réalité, le franglais, c'est le contraire. Le franglais, c'est ce que parlent les Anglais. Il y a 100 fois plus de mots français en anglais que de mots anglais en français. Alors, par ailleurs, je voudrais parler un peu, puisque j'ai employé tout à l'heure le mot fruit, je crois que c'est un mot intéressant, le mot fruit. Parce que par exemple, le fruit, c'est le résultat. On peut par exemple manger un fruit, manger quoi que ce soit d'ailleurs, sans savoir comment il est cultivé, ce fruit. Parfois, on ignore totalement si c'est sous quelle forme il apparaît, comme ça. Et au fond, c'est une philosophie. J'ai déjà dit à quel point le fruit était une philosophie parce que c'est un produit qui se suffit à lui-même, qui a besoin d'addition, qui se mange tout seul. Mais d'une manière générale, c'est pas ça que je voudrais dire tout à l'heure, tout de suite. Je voudrais surtout insister sur le fait que, au fond, par exemple, on aime bien le riz, par exemple, mais on n'apprécierait pas de vivre, enfin son mode de culture, son mode de récolte ne nous intéresse pas, je veux dire. De même qu'on peut aimer lire un livre, mais on n'a pas envie de vivre ce que les gens qui ont écrit ce livre ont vécu. Enfin, je veux dire, comment on ne s'intéresse pas à la façon dont le livre a été réalisé. À la limite, on apprécie un enfant, on n'a pas trop envie de vivre ce que la mère a vécu pour produire cet enfant. Donc finalement, nous sommes prêts à partager les fruits, à échanger nos fruits respectifs, mais nous ne sommes pas prêts à partager le mode de vie qui sous-tend la production de ces fruits. Je pense qu'il faut réfléchir sur cette question-là au niveau de la sociabilité. C'est-à-dire que, par exemple, dans une foire, les gens vendent des produits qui sont souvent des foires où il y a une certaine sociodiversité. Les gens échangent les produits. Et qu'est-ce que c'est un produit? Ce n'est pas un produit, c'est une émanation, mais ça ne nous amène pas à partager ce qui a permis à ce produit d'exister. Par exemple, on achète une voiture, on n'a pas envie de vivre dans une usine. On achète des oranges, on n'a pas envie de vivre au tropique, etc. Voyez-vous, c'est-à-dire le fruit, c'est quelque chose qu'on peut accepter de l'autre, mais à condition que l'autre ne nous impose pas tout ce qu'il a dû faire, dans quelles conditions il a dû vivre pour nous donner ce fruit, pour produire ce fruit. Je vous laisse sur cette réflexion qui me paraît intéressante, qui montre que, au fond, les échanges entre des groupes très différents, géographiquement, historiquement, culturellement, peuvent fonctionner à partir du fruit, du résultat, du produit, mais on n'a pas forcément envie de vivre les valeurs et les conditions de vie qui ont donné lieu à ces différents produits. Ce qui limite l'interrelation, bien évidemment.